Hello, hello les aventuriers de la voix, ici Emmanuel du blog Votre voix au service de votre vie. Je vous invite dans cette deuxième partie de l'interview d'Elodie Florenti, provocatrice d'action, créatrice de Business en Or. Elle m'a donné son temps il y a quelques semaines pour réaliser un interview de grande qualité. J'ai choisi de vous le proposer sous forme d'épisode. Ici, le deuxième épisode, cette deuxième partie de l'interview, va rentrer dans un premier vif du sujet professionnel qui est celui de burn-out. Le burn-out qui est une réalité professionnelle qui touche beaucoup de monde et à laquelle Elodie apporte un éclairage de grande qualité. Au fil de cette deuxième partie, vous entendrez aussi cet échange traiter de la prise de parole en public, de la gestion du stress, du trac et vous allez voir qu'elle a des pépites à partager avec vous. Alors restez connectés pour cette deuxième partie de l'interview. Je vous dis à de suite. Je pars du principe où, tu sais, le burn-out, j'en ai eu un et demi. Le deuxième, j'ai su gérer. Le premier, je me suis plantée. Quand j'étais salariée aussi. Donc, je parle de ça ça fait très fossile, hein, mais je te parle de ça il y a une bonne 20 ans, 15-20 ans, voilà. Donc, ouais, j'ai pas su me prémunir de ça parce que justement, je connaissais pas à l'époque tout ça. Aujourd'hui, je peux te dire qu'avec du recul, après avoir fort analysé la façon dont je suis tombée dans le burn-out, on parle toujours de surmenage, d'épuisement professionnel, etc. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Pourquoi? on peut, moi je peux travailler aujourd'hui 15 heures par jour, 17 heures par jour. Je ne le fais pas, hein, mais ça m'arrive de le faire. Je ne vois même pas la journée passer. Mhm. Est-ce que je suis en épuisement professionnel? Est-ce que c'est normal de travailler 17 heures par jour? Non. Physiologiquement parlant, on doit savoir se préserver. Et pourtant, ça m'est déjà arrivé de faire un 7 heures du mat, 22 heures, ce qui fait, tu vois, 15 bonnes heures de travail et de ne même pas avoir vu la journée passer. Est-ce que ça s'appelle du surmenage? Non. Est-ce que la motivation, le pourquoi pour lequel tu travailles, l'énergie que tu mets là-dedans, ce qui vibre à l'intérieur de toi, te nourrit? Oui. Donc, le surmenage, je ne suis pas d'accord. Le manque de nourriture, le manque de remplissage, ce qui ne te comble pas dans ta vie, t'épuise professionnellement. Là, ça me va déjà beaucoup mieux. Et Mhm. c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai eu mon burn-out, puisque tu parlais du milieu médical. Donc, moi, j'étais responsable de bloc opératoire, hein, il y a de ça quelques longues années aussi. Euh, oui, un burn-out, évidemment, mais d'aujourd'hui, avec du recul, je peux te confirmer que euh, je n'avais pas, j'adorais mon métier, mais je n'avais aucune appétence pour les responsabilités que j'avais, pour les valeurs du métier que moi j'avais, qui ne correspondaient pas du tout au milieu dans lequel je me trouvais. Et c'est ça qui te crée un épuisement professionnel. C'est pas un épuisement. Malheureusement, la connotation de l'épuisement, c'est la fatigue du corps, la fatigue physiologique. C'est une conséquence. Mais encore une fois, va chercher le pourquoi. Va chercher pourquoi le matin, tu te réveilles et tu vas bosser avec le nœud à la gorge, avec la boule au ventre, avec le stress, avec l'envie de pleurer. Je l'ai fait pendant des mois. Demande-toi simplement ça, quoi. Et quand tu es honnête avec toi-même et que tu oses te donner les vraies réponses, c'est un petit check entre toi et toi, que tu sais avouer les bonnes réponses. Là, il y a des choses qui changent parce que tu comprends que tu n'es plus aligné. Tu t'es avoué que tu n'es plus aligné. Alors après, derrière, qu'est-ce qu'il y a? La peur de l'inconnu, parce que c'est plus facile de subir et d'être dans la douleur, mais de savoir où on est, plutôt que de partir avec des yeux bandés. Je suis d'accord, c'est une période de transition qui n'est pas facile, mais qui se gère très bien quand, quand on sait pourquoi on bifurque, pourquoi on change de chemin, et quand on connaît ça, il y a ce qu'on appelle la motivation qui se met en route. Et c'est une énergie tellement puissante qu'on ne regarde plus comment on va le faire, mais on sait pourquoi on va le faire. Et Exactement. quand on sait pourquoi, les comment, on s'en fout. Quand tu commences tes questions par putain, mais il y a ça à faire, mais comment je vais faire? T'es pas dans ton pourquoi. Mhm. T'es là-dedans.
Le comment, c'est là-dedans. Le pourquoi, c'est là. Tu vois? C'est dans le cœur. Donc, se recentrer à son pourquoi, c'est que tu sois, même dans ta vie personnelle la plus simple, ça va pas avec ton conjoint. Je te donne un exemple comme ça, n'importe quoi. Enfin, je te donne un exemple. Ça va pas avec ton conjoint. C'est pas comment je vais faire pour tenir le coup. C'est pourquoi ça va pas. Si ça va pas parce qu'il y a un problème de communication, qu'est-ce que je peux faire pour que ça s'arrange? Communique. Si ça va pas parce que tu ne peux plus l'encadrer, que tu es au bout, parce que c'est quelqu'un qui est violent, qui n'est pas dans tes valeurs, ou tu te rends compte que c'est plus une personne qui est faite pour toi, ben, c'est pourquoi je reste. Bien sûr, et ça, c'est l'articulation de remettre au centre les bonnes questions et dans le bon ordre, les pourquoi, comment, quoi, plutôt que d'être uniquement avec les détails ou comment est-ce que je vais me débrouiller. C'est une clé que tu donnes pour la vie perso des gens, parce que la vie, dès lors qu'on commence à prendre des directions un peu plus musclées dans sa vie, on est promu à quelque chose de plus important dans sa vie professionnelle, on entreprend à côté d'un métier traditionnel, Ok. il y a besoin d'un peu faire le travail du cerf-volant. Celui qui tient le cerf-volant, il doit s'assurer d'avoir toutes les ficelles en main et au même endroit, plutôt d'être dispersé, parce que sinon, le cerf-volant, il va faire n'importe quoi. Tu auras beau être animé de toutes les bonnes intentions du monde, avoir le pourquoi magnifique, mais un peu perché, mais s'il n'est pas rapatrié au centre de toi, bon, tu vas être aux 80. Complètement. Mais tu sais, le comment, c'est souvent la question de la peur, hein. La question de la peur et de la rapidité facile ou de la facilité rapide. Comment je fais? Parce qu'aujourd'hui, on a l'habitude, on veut tout, tout vite, tout de suite, rapidement, sans effort. C'est comme ça, c'est devenu, tu sais, même la conjoncture actuelle nous apprend à faire du facile. On commande une pizza en 2 secondes, on fait chauffer son truc au micro-ondes en 2 secondes. Tu vois, y a plus le temps, il y a la rapidité, on nous a appris ça. Donc, quand tu pars sur le comment, question de la peur, question de la facilité rapide et de la rapidité facile. Comment je fais? Tu n'es même pas intéressé par ton pourquoi. Tu veux atteindre l'objectif. Mais si tu ne sais pas pourquoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif, tu vas faire de la merde. C'est clair comme de l'eau de roche et on peut se le prouver avec 10 millions d'exemples. C'est pour ça que moi j'emploie souvent le terme d'égoïste positif. Carrément. Le, L'égoïsme, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les valeurs des gens. C'est impoli d'être égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, espèce d'égoïste. Tu vois, c'est toujours euh, comme une insulte. C'est très négatif, très négatif. Et moi, les mots négatifs, j'adore les transformer en positifs. Donc, égoïsme positif, ça me va bien. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi en premier, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, ce que tu vas faire, tu es dans l'incapacité de t'ouvrir au monde. Sinon, tu vas mal t'ouvrir et les gens vont mal te percevoir. Tu vois? Bien sûr. Donc, l'égoïsme positif, c'est ce que je prône partout. Je demande, est-ce que tu es prête à être une égoïste positive? Ils ont tous peur hein, quand je leur dis ça hein, en accompagnement. Est-ce que tu es prête à choper ça? Hein, quoi? Moi, égoïste? Mais jamais de la vie. Surtout, je travaille beaucoup avec des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs, des gens qui transmettent. Bien sûr. Donc, dire à ces gens-là, est-ce que tu es prêt à être égoïste? Ça va complètement à l'encontre du cerveau, de ce qu'il a l'habitude d'entendre, tu vois. Donc, ça fait un petit chamboulement, mais je vous assure, je dis à tes auditeurs, essayez ça. Devenez des égoïstes positifs. Recentrez-vous sur vous. Respirez un bon coup, allez chercher votre pourquoi, oubliez tout, le mari, les enfants, l'époux, les parents, oubliez tous ces gens-là. Imaginez-vous tout seul sur une île déserte. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie sur cette île déserte pour croître, pour grandir, pour être heureux? Et si tu connais la réponse à ça, tu vas avoir un impact sur les gens, que ce soit tes clients ou ton environnement, ton réseau, tes amis, ta famille, phénoménal. Je le garantis aujourd'hui dans cette entrevue. Écoute, j'adore comme tu parles parce que tu me nommes une chose. Déjà, merci pour ce conseil que tu nous donnes et je m'inclus dedans.
mes auditeurs et moi parce que il y a beaucoup de force et d'énergie. Et j'ai beaucoup reçu de demandes de mes lecteurs de parler Mhm. de deux thèmes qui sont très proches en fait, qui sont comment on gère la peur de prendre la parole Oui, et comment on construit la confiance. Que ce d'accord. soit mes lecteurs, mes étudiants quand on se parle en présentiel, mais leur question principale, on a une envie, Emmanuel, d'être à l'aise à l'oral, à l'aise dans Oui. notre voix, mais on est, au moment de parler, on est pris par le trac. On est pris par le peur et en fait, la peur, et en fait, la peur est plus forte que notre envie de bien faire. Et là, tu viens déjà donner des choses qui sont de l'ordre de cet axe qu'on doit avoir en soi. Et ben c'est très. Ce que je trouve passionnant, c'est que dans le développement personnel, quelle que soit en fait l'avenue qui mène à l'Arc de Triomphe, on y va en fait. On va au cœur des questions fondamentales, que ce soit pour développer le business, pour développer son image personnelle, la confiance dans sa voix, telle que moi j'apporte mon expérience professionnelle. On revient comme par des méandres vers les questions qui sont là, qui sont celles de notre échange. Mais les plus simples en plus. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude d'aller se chercher, de se casser la tête, aller chercher des trucs, mais j'ai pas la solution, il faut que j'aille faire des recherches. Et ben, en fait, la solution, tu l'as déjà en toi. Sauf que tu ne te l'avoues pas, tu ne l'as pas définie, tu ne l'as pas verbalisée, tu ne l'as pas conscientisée, mais elle est là. Et prendre des résolutions, aller mettre en lumière sa solution, ça fait super peur. Parce que qu'est-ce que ça évoque dans l'inconscient humain et collectif? Et si je me plante? Et qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Quel regard ils vont porter sur moi? Je vais être jugée, je vais être ridicule, mais c'est nul ce que je vais faire. Donc, on se retient, on se prive, on ne s'autorise pas à transmettre déjà à définir ses propres solutions et à les transmettre par peur du regard des autres, du jugement, etc. etc. Et tu vois, la question de tes étudiants, elle est super intéressante. D'ailleurs, tu leur transmettras un grand bravo de ma part, en leur disant que, tu vois, le trac, on a envie de donner, de prendre la parole en public, etc., ou à l'oral, mais quand on arrive sur scène, le trac nous envahit. La peur, c'est normal. C'est normal. Il faut arrêter de se mettre une pression pas possible avec ça, elle est normale. Juste que quand tu sais qu'elle va arriver, tu peux la gérer. Comment tu gères ça? Exactement. Je t'emploierai deux termes, transmission et passion. Dès le moment où tu as envie où tu kiffes transmettre. C'est-à-dire que moi, j'étais, par exemple, une timide maladive. Tu m'aurais dit à l'école, la maîtresse me faisait lever le doigt. Je me rappelle encore des sueurs froides que j'avais, je devais avoir 4 ans. Je me rappelle des sueurs froides que j'avais, j'étais terrorisée. Mais les années ont fait que je me suis beaucoup amusée au lycée. J'étais très chippie. C'est-à-dire, j'étais ultra timide, mais j'étais un peu le pitre, si tu veux, et j'adorais faire le con devant tout le monde, histoire de dire, tiens, ils vont m'aimer un peu plus de reconnaissance. Il faut être clair avec ça. J'adorais amuser la galerie, et ça marchait très bien. Seulement, je me faisais toujours défoncer après au lycée, parce que les profs, ils n'aimaient pas trop ça, quoi, en fait. Il y en a qui riaient quand même. Cela dit, euh, pour l'anecdote, j'avais un prof d'histoire géo, il savait tellement que je faisais le pitre sur scène, j'allais dire. Non, pas sur scène, sur l'estrade, Mhm. qu'il me prenait à chaque fois qu'il y avait une leçon à apprendre, c'est moi qui l'interrogeais. À chaque fois, je me faisais bananer tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du, du mode, je vais déconner pour faire rigoler mes amis, comme je savais qu'il allait m'interroger, ben, qu'est-ce que je faisais? J'apprenais mes leçons, bien qu'elles ne m'intéressaient pas du tout. Mais j'apprenais mes leçons pour le bananer. Et le fait que je maîtrisais de plus en plus la façon de réciter mes leçons, ben, ça faisait que
j'étais à l'aise. C'est-à-dire que cette partie de trac du je ne sais pas ce que je vais devoir répéter n'existe plus. Et en plus, je mets en lumière ma zone d'excellence, ma zone d'or que j'appelle, qui est régaler les gens, les faire rire, les amuser. Donc, qu'est-ce que ça fait un super mix? Quand tu transmets techniquement et avec le cœur, bien sûr, et quand tu as une passion que tu fais rayonner, ça marche à tous les coups. Et j'ai envie de te dire à tes élèves que qu'ils aient le trac de monter sur scène, qu'ils aillent encore une fois se demander pourquoi. Définis le moment précis qui fait que tu as le trac de monter sur l'estrade ou de parler à l'oral. Définis juste ça. Quelle est la raison et le moment précis qui te met en panique, en peur, en stress, où tu somatises, etc. Et ça, tu peux le faire. Après, tu développes avec la personne le pourquoi. Et la confiance vient de l'expérimentation, de l'expérience et de faire, de refaire, de refaire. Si je dis à un de tes élèves qui est sur scène et qui tremble comme une feuille en prenant la parole à l'oral ou en public devant d'autres élèves, je le prends, je lui fais faire la même scène 50 fois dans la journée. Au bout de la 50e, il n'a plus le trac. Pourquoi? Parce qu'il a pris une nouvelle habitude. La peur de la première fois s'étiole au fur et à mesure sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième. Quand tu connais ton sujet, quand tu le maîtrises, quand tu veux le transmettre avec passion, ça va tout seul. Voilà, c'était cette deuxième partie de l'interview avec Elodie Florenti. Je suis sûr que ça vous a apporté. Alors, tout ce que ça a pu vous apporter en termes de perspective, de vision, de tilt, eh bien, ne soyez pas comme la plupart des personnes à garder pour elles. Parce que en mettant en commentaire ce que vous avez capté, retenu de cette interview, vous permettez d'une part de l'acter et de le mémoriser, mais aussi vous permettez à d'autres personnes d'aller plus loin, de s'appuyer sur l'ardoise que vous aurez mise sur la rivière pour pouvoir aller plus loin et traverser la rivière vers la confiance en soi. Alors, partagez vos commentaires, partagez même vos questions. Vous êtes les bienvenus à contacter Elodie avec les liens qui sont en dessous de cette interview. Et puis, bienvenue dans l'aventure, votre voix au service de votre vie. Demandez à recevoir le livre Les 5 secrets pour dépasser la peur de prendre la parole, parce que c'est un cadeau que je vous ai offert et qui n'attend plus que votre demande de le recevoir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soyez heureux. Vous avez la grandeur en vous, la grandeur de votre voix sommeille ou est en train de se réveiller, alors allez-y. Ciao ciao, à très bientôt.